je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et j'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Alain Barbout. Albert, alors si déjà je me trompe en plus. Albert Barbout, bonjour Albert. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour venir jusqu'à nous. Mais c'était tout à fait normal et je serai toujours à votre disposition pour parler du devoir de mémoire. Merci beaucoup en tout cas. Donc Albert, vous êtes président de l'association Fonds Mémoire d'Auschwitz et depuis très très longtemps maintenant. C'est-à-dire que j'ai pris la suite de l'ancienne présidente qui était une ancienne déportée qui s'appelait Ida Palombo et au moment où elle nous a quittés, donc on m'a élu à la présidence avec comme coprésidente Caroline Posmentier-Sportiche, que je pense que tous nos auditeurs connaissent, et pour son implication aussi dans le devoir de mémoire. Voilà. Alors Albert, vous avez déjà une grande passion pour ça, et puis d'autant plus car vous êtes, vous, un enfant caché par des justes, et vous allez nous l'expliquer par la suite. Donc en plus de militer depuis des années pour la mémoire d'Auschwitz, vous intervenez aussi régulièrement auprès des écoles, vous les emmenez aussi très souvent et on a l'habitude de vous y voir sur le mur derrière notre synagogue Breteuil où les 2261 noms, c'est bien ça ? 2160 noms sont inscrits dessus. Vous faites également chaque année les voyages pour visiter ces camps. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, et nous raconter brièvement, Albert, votre histoire d'enfant caché? Eh bien, c'est très simple. Moi, je suis né à Paris en 1933. Quand les événements sont arrivés en 1939, mon père s'était engagé, il était apatride, il venait de Turquie, et donc il s'est engagé dans les brigades juives. De suite après l'armistice, il est rentré à la maison, il avait attrapé une maladie et il est décédé dans les 2-3 mois qui suivaient. Ma mère s'est retrouvée donc seule avec les 3 garçons. Nous étions 3 garçons. Les rafles ont commencé à Paris, dans le 11e arrondissement où nous habitions, qui était un quartier où il y avait énormément de juifs venus d'Orient, à savoir de Turquie ou de Grèce. Et les premières rafles ont commencé en octobre 1941. Et on a ramassé les hommes, pour la plupart apatrides ou étrangers. Ma mère s'est rendue compte, à ce moment-là, qu'un jour ou l'autre, on allait rafler aussi les femmes et les enfants. Et grâce à une personne qu'elle a connue, qui travaillait à l'assistance publique, mon frère, le second Nisso et moi, on nous a envoyés dans 2 familles de paysans dans la Nièvre. Elle est restée, ma mère, seule, avec mon frère le plus jeune, Jojo, parce qu'il était tout petit. Et donc, mon frère et moi, nous sommes allés dans la Nièvre, à côté d'un petit village qui s'appelle la Selle-sur-Loire, dans 2 fermes voisines. La fermière nous a de suite enlevé les étoiles jaunes que nous portions sur nos vêtements et nous allions à l'école à la Selle-sur-Loire tous les jours. C'était l'idéal. Il y avait à manger tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de restrictions. À la ferme, il y avait le potager, il y avait le poulailler, il y avait le clapier, il y avait les vaches pour le lait, le beurre, il y avait du blé pour faire du pain. On manquait absolument de rien. La fermière envoyait même des colis à ma mère de temps en temps, puisque à Paris il y avait des restrictions, en particulier pour les juifs. Vous savez que les juifs n'avaient le droit d'aller dans les magasins pour acheter, même avec des tickets, qu'entre 13h et 16h. Or, entre 13h et 16h,
bien souvent, il n'y avait plus rien dans les magasins. Et nous sommes restés là jusqu'au 22 mars 1944. 22 mars 1944, ma mère est arrêtée et elle est envoyée à Drancy avec mon petit frère Jojo. Et à ce moment-là, elle sort son passeport. Elle avait, elle, un passeport turc. Mon père, lui, était apatride, mais ma mère avait gardé son passeport turc. Et elle dit, voilà, moi je suis turc, la Turquie est neutre, et la Turquie réclamait à ce moment-là ses ressortissants. Alors elle a dit, je veux rentrer en Turquie. Et sur le passeport, il y avait la photo des 3 enfants. Alors on lui a demandé, où sont vos enfants? Et elle a été obligée de dire où nous étions. Et ce sont les gendarmes français qui sont venus nous chercher le 23 mars 1944 à la ferme. On m'a mis les menottes et on nous a ramenés à Drancy. Drancy, nous sommes restés 3 semaines. Le 12 avril, 3 semaines, nous étions dans un des bâtiments, dans un escalier où les gens n'étaient pas déportables de suite, entre guillemets, à savoir que c'était ou des ressortissants anglais, cubains, turcs comme nous. Voilà, alors on attendait là, et à la fin, le 12 avril, on nous a emmenés à la gare, on nous a mis dans un train de voyageurs, et nous sommes partis. Nous sommes passés à Strasbourg, à Kiel, nous sommes rentrés en Allemagne, nous avons traversé l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, et nous sommes arrivés 9 jours après à Istanbul. Voilà, ça c'est le périple. Alors il faut savoir que dans ce train, dans ce convoi, il y avait 166 juifs. Mais c'était un train de voyageurs, c'est pas un train comme les trains qui emmenaient les juifs, les wagons à bestiaux où on les emmenait. C'était un train de voyageurs, il y avait des Allemands dedans, il y avait des voyageurs qui s'arrêtaient, qui se sont arrêtés à Vienne par exemple, ou qui se sont arrêtés en Allemagne, mais nous étions 166 juifs. Tous ne sortaient pas de Drancy. Il y avait des juifs, mais tous avaient un visa, avaient l'autorisation, avaient la permission grâce au consul de Turquie de partir là-bas et de rentrer en Turquie. Alors en Turquie, bien entendu, il y avait mes grands-parents maternels, mes grands-parents paternels, mes oncles, mes tantes, enfin, là-bas c'était... voilà. Et nous sommes restés là-bas jusqu'en 1946. Et en 1946, après la guerre, nous sommes revenus en France, parce que ma mère voulait que nous étions français, elle voulait que nous ayons une éducation française. Et d'autre part, en Turquie, nous étions un peu disséminés, parce que 4 personnes qui arrivaient chez ma grand-mère, c'était trop de monde, on n'arrivait pas. Alors mon frère et ma mère sont restés chez mes grands-parents maternels, moi je suis allé chez mes grands-parents paternels, et mon frère Jojo, qui était un petit diable, que personne n'arrivait à supporter, on l'a mis dans une maison d'enfants. Alors ma mère ne voulait plus, elle voulait rentrer pour en trouver. Nous sommes rentrés à Paris, malheureusement notre appartement était occupé. Nous nous sommes retrouvés à l'hôtel. Ma mère, entre-temps, avait des crises d'asthme et elle passe une visite médicale et il se trouve qu'elle avait la tuberculose. Donc elle rentre en sanatorium et tous les 3, nous allons dans une fondation de Lopège, le château de Maubuisson, à côté de Paris, à Saint-Ouen-l'Aumône, où nous sommes restés de 1946, où moi, personnellement, je suis passé de 1946 à 1953. Voilà. Où j'ai fait mes humanités, en quelque sorte, là-bas. J'allais au collège municipal de Pontoise. Vous avez une belle histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Albert, de transmettre et de faire perdurer ce devoir de mémoire
auprès de nos jeunes, en fait. Oui. Et ça depuis tellement d'années. Je suis arrivé à Marseille en 1953. Ma mère avait écrit à une petite cousine qu'elle avait ici à Marseille en lui disant, tu sais Albert, il faudrait que tu le prennes parce que à Paris, il fait des tas de petits boulots et il s'en sort pas. Donc j'arrive donc en 1953 à Marseille. Et en face du magasin de mon oncle, donc mon oncle et ma tante, il y avait un jeune couple qui venait de s'installer et qui s'appelait Robert Mizrahi et son épouse. Et qui avait un cousin qui habitait un peu plus haut, qui s'appelait Victor Algazi. Donc j'ai fait la connaissance avec ces gens-là, on parlait, et à ce moment-là, nous sommes en 1960 à peu près, je crois, il se crée à Marseille l'amicale des déportés d'Auschwitz, avec à sa tête la présidente Denise Toros-Marter, une ancienne déportée. Victor Algazi milite de suite, il prend la carte, et il passe, il me dit, Albert, tu sais, il vient de se créer l'amicale des déportés d'Auschwitz, il faut que tu adhères. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai donc adhéré à l'amicale des déportés d'Auschwitz. J'y allais jamais. Tout ce que je faisais, j'avais adhéré, c'est tout. Jusqu'à ma retraite. Le jour où j'ai eu la retraite, à ce moment-là, j'ai dit, je vais pouvoir aller aux réunions qui avaient lieu une fois toutes par mois. Je rentre donc à l'amicale des déportés d'Auschwitz. Et là, je fais la connaissance de plusieurs survivants des camps. Je vais vous citer quelques noms parce que je pense qu'en citant les noms, on les fait un petit peu revivre. Henriette Cohen, Vivette Baharlia, Simon Hochberg, Albert Veissine, Flora Eskenazi, René Marcos, Maud Bloch, Ruth Frechen, et d'autres encore dont j'ai tout oublié. C'était toutes des survivantes. Et je milite là, et je deviens le secrétaire de cette association. Ça consistait en pas grand-chose. La seule chose, elles ont commencé, ces déportés, à témoigner dans les établissements scolaires, parce que venait d'arriver un dénommé Forisson qui disait auprès de ses élèves qu'à Auschwitz, on ne gazait que les poux. Alors ces déportés ont dit, si aujourd'hui, alors que nous sommes encore vivants, on ne gaze que des poux à Auschwitz, qu'est-ce qu'on va dire quand on ne sera plus là? Il faut donc absolument raconter et transmettre. Elles ont donc commencé à aller dans les établissements scolaires et moi je les accompagnais. Je parlais un petit peu personnellement de l'environnement, de comment s'était passé la zone libre, la zone occupée, les camps d'internement en France, et ensuite le déporté racontait son périple à lui. Si bien que j'ai appris bon nombre d'histoires de ces anciens déportés qui petit à petit, malheureusement, nous ont quittés, suivant leur âge et leur état de santé. Maud, Vivette, Ruth, tout ça nous ont quittés petit à petit. Et donc, il fallait continuer. À ce moment-là, à Paris, l'amicale d'Auschwitz, toujours à Paris, avec Henri Moreau, qui était le président de cette amicale, décident, eux aussi, se rendu compte que petit à petit ils allaient disparaître, qu'il fallait créer une fondation pour continuer à transmettre. Et on crée donc l'association pour la Fondation Mémoire d'Auschwitz, AFMA. Et il nous demande à Denise Toros-Marter, il faut que vous aussi, vous ramassiez de l'argent pour créer cette fondation. Et Denise dit, moi je n'ai pas le temps de m'en occuper, puis je ne suis pas assez commerçante pour le faire. L'idéal, c'est
propose que Ida Palombo, qui était une commerçante fantastique, une ancienne déportée, qu'elle s'en occupe. Et Ida dit d'accord, à condition qu'Albert vienne avec moi. Et donc, tous les deux, on a créé l'AFMA à Marseille, Association pour la Fondation Mémoire d'Auschwitz. Et on a ramassé de l'argent auprès des membres de la communauté. On allait, moi j'étais dans les meubles, on a réuni les commerçants qui vendaient des meubles qui étaient pour leur demander de l'argent. Pasquet nous a fait un chèque, Meyer nous a fait un chèque, l'autre nous a... Voilà. Et on a ramassé de l'argent. Et à ce moment-là, s'est créé, entre-temps, avec les biens en déshérence, la Fondation Mémoire de la Shoah. Alors on a pensé que c'était plus la peine de créer une deuxième fondation. On a transformé Association pour la Fondation Mémoire d'Auschwitz en Association Fonds Mémoire d'Auschwitz. Et cette association, donc, voilà, qui a continué, on a dit l'argent que nous avons récolté, il faut qu'il serve à transmettre. Organisation de voyage, organisation de témoignages, organisation différentes choses avec cet argent. Et voilà comment ça marche et comment ça a marché. Alors, malheureusement, notre temps est court, mais on va quand même terminer. Qu'est-ce que vous retenez, Albert, quand vous allez voir, on va parler des enfants de l'école primaire, donc des plus petits, qu'est-ce que vous retenez de leur regard, de leurs questions, de leurs réactions quand vous intervenez auprès d'eux? Le premier travail qui est fait auprès de ces jeunes, c'est les instituteurs qui le font. Il faut comprendre ça, que tout dépend de l'instituteur. Si les enfants sont bien préparés, quand j'arrive, bien souvent, quand nous arrivons, parce que je ne parle pas de moi seulement, Robert Mizrahi vient souvent avec moi, sinon il y a Elise Cohen aussi qui vient, etc., ou Nicole Cohen, qui sont des enfants ou des petits-enfants de déportés. On ne parle pas de la même manière avec des petits de CM2 qu'avec des élèves de collège ou de lycée. Si les enfants sont bien préparés, ce que je retiens, moi, c'est qu'ils sont demandeurs. Les enfants veulent savoir, les enfants veulent connaître qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Pourquoi ça s'est passé. Même s'il y a quelquefois des questions simples. Hein. Des fois, il y a des élèves qui nous disent vous l'avez connu, vous, Hitler? Je dis oui, j'ai mangé la pizza avec lui. Voilà. Mais c'est des questions d'enfants. Mais la plupart des questions sont très intéressantes. Très intéressantes. Et on enlève les a priori. Ces enfants ont besoin de savoir et comprennent que ce témoignage de quelqu'un qui a vécu cette période est irremplaçable pour eux, avec tout ce qu'on peut leur raconter à côté. Et bien souvent, ce que parfois les parents racontent. L'antisémitisme ici, on ne peut y lutter contre qu'auprès des jeunes. Le travail, c'est avec les jeunes qui doit être fait. Ce n'est pas avec des personnes âgées, des personnes qui ont 50 ans ou 60 ans, vous ne les changerez pas, ceux-là. Il n'y a que quand vous les emmenez sur les lieux, là, ils voient, là, ils se rendent compte. On fait des voyages toujours en période froide. L'année dernière, on est allé, il y avait moins 18. À ce moment-là, les jeunes se rendent compte des conditions de vie entre guillemets, de ce que ça pouvait être dans ces endroits-là. Et moi, je continue à travailler avec ces jeunes parce que je ne peux pas me lasser de ça, parce que je me rends compte que c'est un travail qui paye.
c'est un travail qui paye, parce que si, quand vous emmenez 150 élèves à Auschwitz, si parmi ces 150 élèves, vous avez convaincu 10%, ben vous avez gagné. Vous avez gagné. Il faut continuer. Il faut continuer. Et même si moi j'arrive, comme je vous disais tout à l'heure, Vanessa, à un âge où petit à petit il faut que je me retire un petit peu, hein. Tant que je peux le faire, je le fais, mais il arrivera un moment où j'y arriverai plus. Il faut que des jeunes de chez nous continuent. Je suis très très heureux de parler de Elise Cohen, qui fait un travail remarquable avec moi. Je suis très très heureux de parler de Laurent Amram, qui a fait un travail fantastique pour Yom HaShoah. Je veux parler de Alexa Amram, de la petite, comment elle s'appelle, ce bag, c'est toutes des petites filles de déportés, mais qui, elles, prennent le relais. C'est vachement important. Voilà. Albert, merci beaucoup. C'est moi. Merci en tout cas de nous avoir fait partager votre expérience, et moi je félicite votre dévouement durant toutes ces années. Et on a encore besoin de vous oui. Pour aller sur les camps, donc c'est pas maintenant que vous allez vous arrêter, c'est bien de transmettre, mais... Tant que je peux, je le fais. Voilà. Merci encore beaucoup Albert, puis je vous dis à bientôt. À bientôt Vanessa. Au revoir. Merci beaucoup.